on voit par ses analyses communes à Condillac et à Destutt que le langage d'action relié bien par une genèse le langage à la nature. Mais pour l'en détacher plus que pour l'y enraciner, pour marquer sa différence ineffaçable avec le cri et fonder ce qui constitue son artifice. Tant qu'elle est le simple prolongement du corps, l'action n'a aucun pouvoir pour parler. Elle n'est pas langage. Elle le devient, mais au terme d'opération définie et complexe. Notation d'une analogie de rapport. Le cri de l'autre est à ce qu'il éprouve, l'inconnu, ce que le mien est à mon appétit ou à ma frayeur. Inversion du temps et usage volontaire du signe avant la représentation qu'il désigne, avant d'éprouver une sensation de faim assez forte pour me faire crier. Je pousse le cri qui lui est associé. Enfin, des signes de faire naître chez l'autre la représentation correspondante au cri ou au geste. Mais avec ceci de la particulière qu'en poussant un cri. Je ne fais pas naître et n'entends pas faire naître la sensation de la femme, mais la représentation du rapport entre ce signe et mon propre désir de manger. Le langage n'est possible que sur fond de cet enchevêtrement. Il ne repose pas sur un mouvement naturel de compréhension ou d'expression, mais sur les rapports réversibles et analysables des signes et des représentations. Il n'y a pas langage lorsque la représentation s'extériorise, mais lorsque, d'une façon concertée, elle détache de soi un signe et se fait représenter par lui. Ce n'est donc pas à titre de sujet parlant, ni de l'intérieur du langage déjà fait, que l'homme découvre tout autour de lui des signes qui seraient comme autant de paroles muettes à déchiffrer et à rendre audibles de nouveau.
C'est parce que la représentation se donne des signes que des mots pouvant naître et avec autour un langage qui n'est que l'organisation ultérieure de signes sonores. Malgré son nom, le langage d'action fait surgir l'irréductible réseau de signes qui sépare le langage de l'action. Et par là, il fonde en nature son artifice. C'est que les éléments dont ce langage d'action est composé son, gestes, grimaces, sont proposés successivement par la nature et cependant, ils n'ont, pour la plupart, avec ce qu'ils désignent, aucune identité de contenu, mais surtout des rapports de simultanéité ou de succession. Le cri ne ressemble pas à la peur, ni le main tendu à la sensation de faim, devenu concerté. Ces signes resteront sans fantaisie et sans caprice, puisqu'ils ont été une fois pour toutes instaurés par la nature. Mais ils n'exprimeront pas la nature de ce qu'ils désignent, car ils ne sont point à son image. Et à partir de là, les hommes pourront établir un langage conventionnel. Ils disposent maintenant d'assez de signes marquant les choses pour en fixer de nouveaux, qu'analysant et combinant les premières. Dans le discours sur l'origine de l'inégalité, Rousseau fait valoir qu'aucune langue ne peut reposer sur un accord entre les hommes, puisque celui-ci suppose déjà un langage établi, reconnu et pratiqué. Il faut donc l'imaginer recu et non bâti par les hommes. En fait, le langage d'action confirme cette nécessité et rend inutile cette hypothèse. L'homme requiert de la nature de quoi faire des signes. Et ces signes lui servant d'abord à s'entendre avec les autres hommes pour choisir ceux qui vont être retenus. Les valeurs qu'on leur reconnaîtra, les règles de leur usage. Est-il servant ensuite à former de nouveaux signes sur le modèle des premières? La première forme d'accord consiste à choisir les signes sonores.
plus facile à reconnaître de loin et seul utilisable la nuit. La seconde a composé pour désigner des représentations non encore marquées des sons proches de ceux qui indiquent des représentations voisines. Ainsi se constitue le langage proprement dit, par une série d'analogies qui prolongent latéralement le langage d'action, ou du moins sa partie sonore. Il lui ressemble et c'est cette ressemblance qui en facilitera l'intelligence. On la nomme analogie. Vous voyez que l'analogie qui nous fait la loi ne nous permet pas de choisir les signes au hasard ou arbitrairement. La genèse du langage à partir du langage d'action échappe entièrement à l'alternative entre l'imitation naturelle et la convention arbitraire. Là où il y a nature, dans les signes qui naissent spontanément à travers notre corps, il n'y a nulle ressemblance. Et là où il y a utilisation des ressemblances, c'est une fois établi l'accord volontaire entre les hommes. La nature juxtapose les différences et les lits de force. La réflexion découvre les ressemblances, les analyse et les développe. Le premier temps permet l'artifice, mais avec un matériel imposé d'une façon identique à tous les hommes. Le second exclut l'arbitraire mais ouvre à l'analyse des voies qui ne seront pas exactement superposables chez tous les hommes et dans tous les peuples. La loi de nature, c'est la différence des mots et des choses. Le partage vertical entre le langage et ce qu'au-dessus de lui il est chargé de désigner. La règle des conventions, c'est la ressemblance des mots entre eux. Le grand réseau horizontal qui forme les mots les uns à partir des autres et les propage à l'infini. On comprend alors pourquoi la théorie des racines ne contredit en aucune manière l'analyse du langage d'action. Mais vient très exactement se loger en elle. Les racines
Ce sont des mots rudimentaires qu'on trouve identiques dans un grand nombre de langues. Dans toutes, peut-être, elles ont été imposées par la nature comme crise involontaire et utilisées spontanément par le langage d'action. C'est là que les hommes sont allés les chercher pour les faire figurer dans leur langue conventionnelle. Et si tous les peuples, dans tous les climats, ont choisi parmi le matériau de langage d'action ces sonorités élémentaires. C'est qu'il y découvrions, mais d'une manière secondaire et réfléchie, une ressemblance avec l'objet qu'ils désignaient ou la possibilité de l'appliquer à un objet analogue. La ressemblance de la racine à ce qu'elle nomme ne prend sa valeur de signe verbal que par la convention qui a uni les hommes et réglé en une langue leur langage d'action. C'est ainsi que, dans l'intérieur de la représentation, les signes rejoignant la nature même de ce qu'ils dessinent et que s'imposent de façon identique à toutes les langues. Le trésor primitif de vocables. Les racines pouvant se former de plusieurs façons. Par l'onomatopée, bien sûr, qui n'est pas expression spontanée, mais articulation volontaire d'un signe ressemblant. Faire avec sa voix le même bruit que fait l'objet qu'on veut nommer. Par l'utilisation d'une ressemblance éprouvée dans les sensations. L'impression de la couleur rouge qui est vive, rapide, dure à la vue, sera très bien rendue par le son, qui fait une impression analogue sur l'ouïe. En imposant aux organes de la voix des mouvements analogues à ce qu'on a le dessein de signifier, de sorte que le son qui résulte de la forme et du mouvement naturel de l'organe, mis en cet état devient le nom de l'objet. La gorge racle pour désigner le frottement d'un corps contre un autre. Elle se creuse intérieurement pour indiquer une surface concave. Enfin, en utilisant
pour dessiner un organe, les sons qu'il produit naturellement. L'articulation guine a donné son nom à la gorge d'où elle provient. Et on se sert des dentales pour désigner les dents. Avec ces articulations conventionnelles de la ressemblance, chaque langue peut se donner son jeu de racines primitive, jeu restreinte, puisqu'elles sont presque toutes monosyllabiques et qu'elles existent en très petit nombre. Du son pour la langue hébraïque selon les estimations de Bergier. Encore plus restreintes si l'on songe qu'elles sont, à cause de ces rapports de ressemblance qu'elles instituent, communes à la plupart des langues. De Brosse pense que, pour tous les dialectes d'Europe et d'Orient, elles ne remplissent pas elles toutes une page de papier de lettres. Mais c'est à partir d'elles que chaque langue, en sa particularité, vient à se réformer. Leur développement est prodigieux. Tel une graine d'orme produit un grand arbre, poussant d'un nouveau jet de chaque racine produit à la longue une véritable forêt. Telle une graine d'orme produit un grand arbre qui, poussant de nouveaux jets de chaque racine, produit à la longue une véritable forêt. Le langage peut se déployer maintenant dans sa généalogie. C'est elle que De Brosse voulait étalé dans un espace de filiation continue qu'il appelait l'archéologie universelle. En haut de cet espace, on écrirait les racines, bien peu nombreuses qu'utilisant les langues d'Europe et d'Orient. Au-dessus de chacune, on placerait les mots plus compliqués qui en dérivant, mais en prenant soin de mettre d'abord ceux qui en sont les plus proches et de suivre un ordre assez serré pour qu'il y ait entre les mots successifs la plus petite distance possible. On constituerait ainsi des séries parfaites et exhaustives, des chaînes absolument continues où les ruptures, si elles
existeant, indiqueriant, incidemment la place d'un mot, d'un dialecte ou d'une langue aujourd'hui disparue. Cette grande nappe, sans couture une fois constituée, on aurait un espace à 2 dimensions qu'on pourrait parcourir en abscisse ou en ordonnée. À la verticale, on aurait la filiation complète de chaque racine. À l'horizontale, les mots qui sont utilisés par une langue donnée. Plus on s'éloignerait des racines primitives, plus compliquées. Et, sans doute, plus récentes serions les langues définies par une ligne transversale, mais en même temps, plus les mots auraient d'efficacité et de finesse pour l'analyse des représentations. Ainsi, l'espace historique et le quadrillage de la pensée seraient exactement superposés. Cette recherche des racines peut bien apparaître comme un retour à l'histoire et à la théorie des langues mères que le classicisme. Un instant avant paru tenir en suspens. En réalité, l'analyse des racines ne replace pas le langage dans une histoire qui serait comme son milieu de naissance et de transformation. Elle fait plutôt de l'histoire le parcours par étapes successives de découpage simultané de la représentation et des mots. Le langage, à l'époque classique, ce n'est pas un fragment d'histoire, l'histoire qui autorise à tel ou tel moment un mode défini de pensée et de réflexion. C'est un espace d'analyse sur lequel le temps et le savoir des hommes déroulant leur parcours. Et que le langage ne soit pas devenu ou redevenu. Par la théorie des racines, un être historique, on en trouverait bien aisément la preuve dans la manière dont, au XVIIIe siècle, on a recherché les étymologies. On ne prenait pas comme fil directeur l'étude des transformations matérielles du mot, mais la constance
de signification. Cette recherche avait deux aspects. Cette recherche avait deux aspects. Définition de la racine. Isolement des désinences et des préfixes. Définir la racine, c'est faire une étymologie. Art, qui a ses règles codifiées. Il faut dépouiller le mot de toutes les traces qu'on peut déposer sur lui, les combinaisons et les flexions. Arriver à un élément monosyllabique. Suivre cet élément dans tout le passé de la langue, à travers les anciennes chartes et glossaires. Remonter à d'autres langues plus primitives. Et tout au long de cette filière, il faut bien admettre que le monosyllabe se transforme. Toutes les voyelles pouvant se substituer les unes aux autres dans l'histoire d'une racine, car les voyelles, c'est la voix elle-même, qui est sans discontinuité ni rupture. Les consonnes en revanche se modifiant selon des voies privilégiées, gutturales, linguales, palatales, dentales, labiales, nasales formant des familles de consonnes homophones à l'intérieur desquelles se font, de préférence, mais sans aucune obligation, les changements de prononciation, la seule constante ineffaçable qui assure la continuité de la racine tout au long de son histoire, c'est l'unité du sens, la plage représentatif qui persiste indéfiniment. C'est que rien peut-être ne peut borner les inductions et tout peut leur servir de fondement depuis la ressemblance totale jusqu'aux ressemblances les plus légères. Le sens de mot est la lumière la plus sûre qu'on puisse consulter. Part 6. La dérivation. Comment se fait-il que les mots qui, en leur essence première son nom et désignation,
et qui s'articulant comme s'analyse la représentation elle-même. Puissant s'éloigner irrésistiblement de leur signification d'origine, acquérir un sens voisin, ou plus large, ou plus limité. Changer non seulement de forme, mais d'extension. Acquérir de nouvelles sonorités et aussi de nouveaux contenus, si bien qu'à partir d'un équipement probablement identique de racines, les divers langues ont formé des sonorités différentes. Et en outre des mots dont le sens ne se recouvre pas. Les modifications de forme sont sans règle, à peu près indéfinies et jamais stables. Toutes leurs causes sont externes. Facilité de prononciation, mode, habitude, climat, le froid favorise le sifflement labial, la chaleur, les aspirations gutturales. En revanche, les altérations de sens, puisqu'elles sont limitées, au point d'autoriser une science étymologique, sinon absolument certaine, du moins probable, obéissant à des principes computassionnés. Ces principes qui fomentent l'histoire intérieure des langues sont tous d'ordre spatial. Les unes concernant la ressemblance visible ou le voisinage des choses entre elles. Les autres concernant le lieu où se déposant, le langage et la forme selon laquelle ils se conservent, les figures et l'écriture.